mal que espalha o terror. Mal que o céu, em todo o furor, inventou para punir os crimes da terra. A peste entrou com os animais em guerra. Nem todos morreram, mas nenhum foi poupado. Esta fábula de Jean de La Fontaine ressoa com força nestes tempos de Covid-19. De onde vem esta nova peste que derrubou o mundo? Para perceber, ouvimos cientistas que, como Rodolphe Gosselin, têm tentado avisar-nos há muitos anos. Falam de zoonoses, doenças que os animais transmitem aos seres humanos. O seu número explodiu nos últimos 50 anos. Porquê? Os cientistas dizem que há uma ligação com a destruição da biodiversidade. Os números provocam arrepios. 1 milhão de espécies de animais e vegetais estão em vias de extinção. 1/4 das quais são mamíferos. A maior parte das espécies em risco vive nas florestas tropicais que encolhem cada vez mais. Comment il s'appelle, lui? Gibbon à casque. Alors, si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains? Alors, si les animaux disparaissent, nous disparaissons aussi, parce qu'on a besoin d'eux pour être en bonne santé. Nos destins sont intimement liés. Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Donc on est tous sur le même bateau. Ao longo dos últimos 20 anos, 60 milhões de hectares de florestas tropicais foram destruídas. Para explorar madeira, minas de ouro ou de cobre, para criar gado, para desenvolver monoculturas de soja transgénica destinada a rações de animais de produção europeus, ou para produzir óleo de palma, usado pela indústria agroalimentar ou como biocombustível. Rodolphe Gosselin realizou vários estudos sobre a ligação entre a desflorestação e o desenvolvimento de doenças infecciosas. É com ele que começamos a nossa jornada para perceber a origem das pandemias. Estamos na Guiana, que em língua ameríndia significa terra de águas abundantes. Subimos o rio Sanamari, desde a barragem de Petit Saut. Regarde la forêt comme ça. Il y a quelque chose d'originel là-dedans. Il y a quelque chose de fort parce que c'est là, quoi, tu vois, à la naissance du monde, il devait y avoir ça, quoi. Parce que c'est une forêt primaire. Ouais. Ouais, parce qu'elle était là avant nous, parce qu'elle sera là, j'espère, encore longtemps. Et la biodiversité, c'est l'infinie beauté du monde, du micro-organisme jusqu'au jaguar, jusqu'au panda. Tu comprends? Alors, il y a quand même 650 espèces de moustiques. Et là, alors là, la biodiversité, À quoi ça sert? Mais justement, il vaut mieux avoir beaucoup de moustiques qu'un seul qui s'appelle le moustique tigre.
En ville, tu as moins de diversité de moustiques, mais ils sont plus ils sont dangereux. plus dangereux. Vive les 650 moustiques! Esperávamos impacientemente por este momento. Estar na Amazónia. A maior floresta tropical do mundo. Com este título, alberga uma biodiversidade extraordinária. Na Guiana, por exemplo, existem 200 espécies de mamíferos, 700 de aves e 500 de peixes. Sem esquecer as árvores, que são de mais de 1200 espécies, os pilares do ecossistema amazônico. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette forêt tropicale en termes de biodiversité animale et végétale? Alors, comparé aux forêts tempérées qu'on aurait en Europe, c'est des forêts qui sont extrêmement diverses. Parce qu'en fait, il y a un combat pour la lumière. Les arbres sont très grands, n'ont pas de branches, sont assez droits, parce qu'ils vont chercher la lumière. Mais après, ceux qui vivent en dessous se développent aussi pour essayer de récupérer ce qui reste de lumière. Et cette diversité donc, de supports végétaux et de niches va créer aussi une diversité pour les animaux. Alors on a ici des espèces mythiques, le jaguar. On appelle ça des espèces clés. Si tu supprimes ces prédateurs de haut rang, tu vas avoir une prolifération de proies qui va déséquilibrer l'écosystème. Nous avons aussi des toucans. Donc tu as un bec qui est disproportionné par rapport à la taille de l'oiseau. Tu comprends bien qu'il a exploité une niche particulière de nourriture, de noix, et son bec permet de casser des graines qu'un autre oiseau ne pourrait pas. Pourquoi y a-t-il plus d'agents pathogènes dans des zones tropicales comme ici? Les agents pathogènes ne sont pas séparés du reste de la biodiversité, ils font partie intégrante de la biodiversité. On parle de bactéries, de virus et de parasites. De la même façon qu'on a vu, il y avait une grande diversité végétale, une diversité animale, il y a aussi une grande diversité de micro-organismes, dont des agents pathogènes, et qui sont distribués sur différents organismes, des invertébrés, des fois ils sont libres aussi, des mammifères ou des oiseaux. Et donc les zones tropicales sont effectivement des zones riches en pathogènes. Rodolfo é ecologista da saúde, ou seja, ele estuda a ligação entre as alterações no ambiente e o desenvolvimento de doenças infecciosas. A sua especialidade é a úlcera de Buruli, que é provocada por uma micobactéria aquática da mesma família dos bacilos da lepra ou da tuberculose. A úlcera de Buruli provoca graves lesões cutâneas. Foi declarada como uma doença emergente pela OMS em 1998. A sua frequência tem aumentado em 33 países, sobretudo nas regiões tropicais. Regarde, là on a des crevettes, parmi d'autres invertébrés, sont des réservoirs de la mycobactérie, qui va plus tard donner l'ulcère de Buruli. Qu'est-ce que c'est un réservoir? En fait, les réservoirs, ce sont des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler de l'agent infectieux, mais ne vont pas développer la maladie. Mais cette mycobactérie, à l'origine, elle est dans les plantes, elle est dans le végétal. En fait, elle est libre, mais elle va se développer dans les microalgues. Et les microalgues vont se développer sur les plantes aquatiques. Tous ces petits organismes qui sont on appelle ça des brouteurs, qui vont se nourrir de ces microalgues, vont accumuler ces bactéries-là. Elles se développent sur des substrats qui sont généralement favorisés lorsqu'il y a de la lumière. Or, en forêt, on se retrouve dans un système très sombre avec beaucoup de couverture végétale, une grande canopée. On a du sable et tout ça, mais on a très peu de végétation. Donc ce sont des systèmes relativement pauvres en invertébrés. Donc on va la retrouver là, la mycobactérie, mais en petite quantité. Dans un système comme ça, tout reste à bas bruit. Et ça, c'est grâce aux arbres en fait.
C'est un équilibre et une harmonie qui nous protègent. Tout à fait. C'est notre protection. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Modifier les écosystèmes, créer les conditions pour l'émergence de maladies infectieuses chez les humains. Pouco a pouco entrei no universo da biologia, completamente novo para mim. É apaixonante ver, aprender e compreender as ligações entre o mundo vivo, aquelas que vemos e as que não vemos. Quando vi o Rodolfo mergulhar nesta zona que se tornou pantanosa após o abate das árvores, pensei que parecia mais um detetive do que um cientista. Disposto a tudo para encontrar a bactéria minúscula responsável pela úlcera de Buruli. Et tu vois, par rapport à des sites de forêt primaire, on se retrouve avec beaucoup plus de débris, de végétation, il n'y a pas de sable. Alors comment l'écosystème a été modifié ici? À partir du moment où tu coupes les arbres, tu crées une surface d'eau où on a une prédation beaucoup plus facile par les oiseaux, des gros poissons prédateurs, puisqu'il y a une visibilité plus grande. Tous les poissons carnivores de haut rang vont disparaître. On va se retrouver avec des poissons encore, mais qui vont être plutôt des herbivores. On va avoir une prolifération de tout ce qui est invertébré. Et puis comme on a plus de lumière aussi, on va changer les conditions du milieu, donc ça va se réchauffer, on va avoir moins d'oxygénation, on va avoir des plantes qui vont pousser, ce qui fait qu'on a derrière un support végétal qui va permettre à un film bactérien de se développer. Donc tous les petits invertébrés qui vont se charger en mycobactéries. Mais comment ça peut être dangereux pour l'homme alors? Alors, ce système-là, il est dangereux parce qu'on augmente la charge infectieuse. Donc, quelqu'un qui va marcher sur un palmier, qui va se piquer, ou quelqu'un qui a une blessure et qui rentre dans l'eau, a des grandes chances d'attraper la maladie. De volta a Caiena, a capital da Guiana. É um domingo nublado, mas estudioso. Cerca de 20 profissionais de saúde participam num seminário sobre a investigação científica aplicada às doenças emergentes. Ça va être intéressant le cours. Rodolphe e o epidemiologista Mathieu Nacher coassinaram um estudo que foi lançado 2 meses antes de a China registrar os primeiros casos de Covid-19 em Wuhan. Potentiellement présenter E o mais impressionante é que previram o risco de uma epidemia começar nessa parte do mundo. La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes, qu'elles se rapprochaient, qu'elles étaient de plus en plus pandémiques. Il y a eu la dengue, il y a eu le chikungunya, puis après il y a eu le Zika, puis après il y a eu le Covid. Depuis longtemps, toute la problématique, c'est de prédire où va apparaître la prochaine maladie émergente et laquelle va apparaître, etc. Donc on a essayé d'avoir une approche qui nous permettait de comprendre les liens entre des variables environnementales et les maladies infectieuses. On a identifié les facteurs d'émergence. Bien qu'on ait des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence. Donc on a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde que quand on empile ça et ça, c'est les conditions d'émergence. Alors concrètement, quelles zones à risque avez-vous identifiées? Il y avait 2 régions qui sortaient du lot, on va dire, et qui étaient l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda, au niveau de l'équateur, en Afrique de l'Est. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan? Il y avait les conditions nécessaires pour que ce cocktail dangereux émerge. Le fait que ça sorte comme une zone d'émergence d'une maladie qui maintenant affecte tout le monde montre que le travail qu'on avait fait en amont a un sens. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut prévoir et empêcher une épidémie d'éclater? Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. Ça, on peut le prévoir. L'urgence, pour moi, elle est dans la gestion des causes qui amènent ces maladies-là.
monsieur Com. Bonjour, monsieur. Bonne arrivée. Merci. Il y a la gazelle ici, il y a le pangolin, il y a le crocodile. On peut soulever un petit peu. Pangolin, Todos estes animais são para serem comidos. No Gabão é aquilo que chamamos de carne de caça. il y a une antilope là. Le pangolin est là. 5000. Em 1976, um vírus muito mortífero chamado de ébola apareceu em África. A primeira vítima identificada tinha consumido carne de macaco. Mas esta história não preocupa Joséphine, a talhante. Celui qui a amené Ebola, on ne sait pas qui. Mais depuis que nous on a commencé à manger ça, on n'est pas mort à cause d'Ebola. C'est bon pour la santé. Parce que là-bas en brousse, il n'y a pas de produits. Comme le poulet, comme la viande hachée. Ça, c'est la viande fraîche. Gael Maganga é um virologista especializado no vírus ébola, ao qual consagrou a sua tese de doutoramento. Ebola is classified as one of the most lethal diseases on the planet, with a fatality rate up to 90%. Ebola is caused by 6 species of virus. The first species was discovered in 1976 near Zaire's Ebola River. Les symptômes de la maladie, c'est une hémorragie généralisée, avec des saignements au niveau de tous les orifices du corps, la bouche, le nez. Ebola se transmet principalement par le contact d'une personne malade vers une personne non malade, avec tous les fluides du malade, le sang, les urines. Pour l'instant, la transmission aérienne n'a jamais été démontrée, et j'ai envie de dire heureusement, parce que le jour où cette transmission par voie aérienne s'installe, je pense que ce sera dramatique pour la planète. Gael trabalha no Centro Internacional de Investigação Médica de Franceville, situado no sudeste do Gabão. O CINF atrai investigadores de todo o mundo, pois possui um laboratório P4 ultra seguro, equipado para trabalhar com os vírus mais perigosos, como o da ébola. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine du virus, c'est que les chauves-souris seraient les espèces animales réservoirs du virus. On pense que les singes sont les hôtes amplificateurs, donc chez lesquels le virus Ebola mute et se transmet à l'homme. Les grands singes se contamineraient via la consommation de fruits souillés par les urines ou les excréments de chauves-souris. Et les humains se contamineraient à partir de ces grands singes-là via la chasse, le dépeçage, la manipulation des carcasses de ces animaux-là. No Gabão, a floresta cobre mais de 90% do território. Neste país da África Central, a criação de gado e a agricultura quase não existem. Todos os anos, consomem-se 15 mil toneladas de carne de caça aqui, que é a principal fonte de proteínas das populações rurais. Como aqui em Bembikani, onde a caça é a principal atividade económica. Nyama! Yudinga! Nyama! Yudinga! Nyama Yudinga, c'est-à-dire chasse durable. A aldeia participa num programa financiado principalmente pela União Europeia, batizado de Gestão Sustentável da Fauna Selvagem. L'objectif du projet, c'est de mettre en place un système de chasse durable au Gabon. C'est-à-dire que vous O programa é dirigido por Adrien Vantôme, um veterinário do CIRAD, e pelo seu colega Yves-Éric Mobago. Moi, c'est Micheline. J'occupe la fonction de facilitatrice communautaire. Donc, je travaille avec les chasseurs depuis un bon bout de temps sur la mise en place des comités des chasseurs pour suivre la filière de la viande de brousse, pour essayer de mieux gérer notre faune sauvage. Moi, c'est M. Boukimbi Jonas, représentant des chasseurs de Bembikani. Les objectifs qui avaient attiré mon attention, c'était la préservation de notre ressource animale, parce que c'est le plat de base du quotidien. Dans le contexte actuel, ce qui est important aussi, c'est la qualité.
On veut de la bonne viande avec la sécurité que c'est pas contaminé, tout ça. Il y a eu Ebola au Gabon, mais les populations continuent à manger par exemple de la viande de singe. Or, on sait que la viande est le point d'entrée de beaucoup de maladies qui arrivent de la forêt. Et donc là, vraiment, il y a un besoin de sensibilisation. Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. O Gabão teve surto de ébola em 1994 que provocou 31 mortos. Depois, o vírus conquistou a África Ocidental, onde matou mais de 11.000 pessoas em 2014. Mas para os caçadores como Jonas, esta doença é completamente incompreensível. La chauve-souris. D'après les scientifiques, c'est lui qui a amené le virus d'Ebola. La boule. Le gorille. On le mange. Mais seulement, il est protégé intégralement. Le singe a que le soleil. On le consomme depuis nos aïeux. L'Ebola n'existait pas. Mais est-ce que le développement n'a pas donné un impact sur la nature qu'aujourd'hui on a la recrudescence de ces maladies? Puis avant, ça n'existait pas. Jonas, o caçador, faz as mesmas questões que Gael, o virologista. Porque há doenças novas e qual é a sua ligação ao ambiente? Aos 41 anos, Gael já possui uma boa carreira. Após o seu curso de veterinário no Senegal e o seu doutoramento em parasitologia na Universidade de Montpellier, o investigador voltou ao Gabão, onde se tornou caçador de vírus. Chasseur de virus, c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup parce que je le trouve un peu péjoratif, mais je me qualifierais plutôt comme un écologue de la santé. Parce que, en plus de chasser les virus, donc de les rechercher activement au sein de leur réservoir, je m'intéresse également aux facteurs écologiques qui peuvent contribuer à la propagation de ces virus-là. Il y a une étude qui démontre que 2 ans après les activités de déforestation, on a vu apparaître des flambées de maladies à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Após 10 horas de pista, Gael e os seus colegas mergulham na floresta tropical. O virologista é um especialista em morcegos, que representam, a seguir aos roedores e aos primatas, o terceiro maior reservatório de vírus. Como não ter medo dos morcegos? Ça glisse, hein. Faites très attention. A grande família dos morcegos contém mais de 1.400 espécies. Algumas são carnívoras, outras alimentam-se de frutos, de insetos ou de sangue, como o terrível Drácula. Nesta gruta vivem morcegos frugívoros do Egito que se alimentam de frutos e morcegos gigas, que são insectívoros. Não temos os morcegos ditos preocupantes, que são considerados reservatórios de ébola, pois esses vivem nas copas das árvores de fruto. Faut tendre. C'est bon les gars, on a notre moisson. Baisse. Tire là-bas. Les gars, venez, c'est bon. Alors ça c'est une recette d'Égypte.
On va les enlever du filet, une à une, faire les prélèvements sur place là. Et une fois que c'est fini, on les relâche. Alors les recettes d'Égypte sont porteuses de nombreux virus, des paramyxovirus, des flavivirus, des coronavirus aussi, mais chez lesquels on n'a pas démontré une pathogénicité pour l'homme. Je suis tombé amoureux des chauves-souris depuis que je travaille dessus. C'est les seuls mammifères volants. La particularité, c'est que ces animaux-là peuvent héberger des virus sans faire de maladie, sans présenter de signes cliniques. Dans la chaîne de transmission, les chauves-souris sont le réservoir d'un virus et il va avoir un autre intermédiaire qui va servir donc de pont, donc qui va assurer la transmission de ce virus-là de chauve-souris à l'homme. Et en général, ça peut être une espèce animale sauvage consommée, ça peut être une espèce animale domestique qui va jouer ce rôle de pont. La déforestation ou la destruction de leur habitat, toutes les conditions qui vont créer un stress chez les chauves-souris vont favoriser l'expression des virus. O stress dos morcegos. Nunca pensei que os cientistas trabalhassem num projeto tão de ponta. No entanto, é a especialidade do laboratório de Thomas Gillespie. Este ecologista da saúde dirige um grande estudo sobre os mamíferos voadores da Costa Rica, o país de origem da sua colega Amanda Vicente. So what are you looking at? We're looking at the white blood cells in the bat blood. So it tells us if they're doing okay or if they are immunocompromised in some way. So we have bats that are from very pristine forest, and then we have other areas that are completely changed to grasslands and pastures or even houses. So we want to see if they're under stress and what that stress could do to their immune system and eventually to infections with different pathogens. So bats are experiencing stress when we impact the systems within which they live. We reduce the availability of food for them. And so you can imagine when you're under all of these stresses, it's much easier for a pathogen to infect you or reduce your ability to respond to it with your immune function. That means that then those viral particles can spread through the various ways in which they jump from species to species or individual to individual within a species. Are bats our enemies? Bats are in no way our enemy. We depend on them. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans la nature. There are bats that are eating tremendous numbers of mosquitoes. Ce sont des animaux qui jouent un rôle dans la pollinisation. There are bats that are eating the pests on the agricultural crops. On ne peut pas dire que la solution c'est d'éliminer les chauves-souris. It's us that are to blame, not the animals. Serge Morand é parasitologista e ecologista da saúde. Vive na Tailândia há uma dezena de anos e é um dos maiores especialistas em roedores. Com os seus colegas da Universidade de Bangkok, Serge montou um grande programa de investigação que cobre 6 aldeias da província de Nan. Os investigadores instalam armadilhas para estudar os movimentos dos roedores, segundo os seus habitats.
perto das casas, dos terrenos cultivados, como aqui ou nas florestas. Trabalham em colaboração com os chefes das aldeias, como Lita Tamasiri, que nunca falha uma missão no terreno. Neste distrito, a floresta primária desapareceu por causa das queimadas agrícolas. Mas há 20 anos, toda a atividade de desflorestação foi proibida pelo governo, pois a desertificação afetava a qualidade da água. Desde então, as árvores voltaram a crescer, originando uma floresta secundária gerida pelos aldeões. Here it's the village area, and up there it's the community forest. So we'd like to know the history of this forest. ภูเขาหัวโล้นหลังจากนั้นก็ประมาณ20 ปีเนาะชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ห้ามเผาห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในป่าห้ามเอามากินมาเป็นอาหาร I was very impressed to hear that you eat rats. You eat this one? ใช้เป็นอาหารดีอย่างดีเลยเป็นอาหารมันอยู่ทั่วไปเลยนะครับเนี่ยทั่วไปมันอยู่ได้ทุกพื้นที่ครับไม่ว่านาไม่ว่าไร่อยู่ในป่าก็มีเยอะครับหนู The bat. So do you find a lot of them here? ตอนที่มีภูเขาหัวโล้นนี่มันไม่ค่อยมีนะภูเขาหัวโล้นเพราะว่ามันที่ไหนมันก็ไฟไหม้เนาะหลังจากที่เราช่วยกันอนุรักษ์ห้ามเผาป่ามันก็สมบูรณ์ขึ้นเนาะมันก็คงจะมีลูกมีหลานมันก็คงมีลูกเหมือนกันนั่นแหละครับ Há 10 anos que Serge e os seus colegas vagueiam pela floresta secundária para avaliar a recuperação das espécies animais. A boa notícia é que voltaram a reaparecer. We have to check for this, so we can put one trap here, for sure, first trap here. Os investigadores instalaram microfones para registar os gritos dos animais e esconderam câmaras para filmar tudo o que se mexer em frente ao alvo. There, it's a cave with bats. So we want to know which animals can interfere, can interact potentially in the same environment with bats. Nesta gruta vivem morcegos insetívoros, que são parentes próximos dos morcegos de ferradura. Suspeita-se que estes morcegos chineses tenham sido o reservatório do SARS-CoV-2, o coronavírus que provocou a pandemia de Covid-19. A sua presença na Tailândia ainda não foi confirmada. Por outro lado, encontramos morcegos frugívoros gigantes, que são hospedeiros do vírus Nipah, cuja taxa de mortalidade é de pelo menos 40%. In 1999, the Nipah virus spread in Sembilan state in Malaysia through the contact between humans and pigs. The disease claimed 108 lives, which was the most tragic epidemic in the history of Malaysia. Voilà, c'est une rencontre totalement impossible entre une chauve-souris, un cochon et un humain, et surtout dans un pays musulman qui ne mange pas de cochon, la Malaisie. Ces cochons-là, ils bougeaient pour aller à Singapour. Donc cette chauve-souris, c'est le réservoir du virus Nipah. Exactement. C'est une frugivore. Elle vit en Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo. Mais Bornéo a commencé depuis quelques dizaines d'années à une déforestation relativement importante. Pourquoi ? Pour le palmier à huile. Donc de plus en plus de feux de forêt. Et donc ces chauves-souris, elles sont stressées parce que leur habitat a été brûlé. Et donc elles sont allées en Malaisie. Dans des endroits où il y a des plantations de fruits. Les chauves-souris arrivent sur ces manguiers qui sont au-dessus des élevages de cochons, mangent les mangues, défèquent avec le sur les porcs. Voilà. On commence à avoir de la mortalité sur les cochons, on commence à avoir de la mortalité sur les gens qui élèvent les cochons dans les abattoirs de Singapour. Parce que le porc a 95% de gènes similaires à l'homme.
Tout à fait, et il est proche de l'humain par le phénomène même de la domestication. Immunologiquement, bah là c'est aussi banco parce qu'on permet finalement à ces virus de s'adapter. Ils s'humanisent dans le cochon et ils passent après chez nous. Donc, quelle est l'importance de l'élevage intensif dans les pandémies? Il faut reprendre les chiffres déjà de cet élevage intensif. On est arrivé à plus d'1,6 milliard de vaches. Le poids des vaches sur la planète est plus élevé que le poids de tous les humains. Les poulets, on en avait à peu près 5 milliards en 1960. En 2020, là, on en a 30 milliards. Et ces animaux-là sont tous génétiquement uniformes, mais aussi en même temps sont des amplificateurs fantastiques pour le lien avec la faune sauvage, qui est en diminution, elle, et le lien avec les humains. Pourquoi Nipah n'a pas été planétaire et SARS-CoV-2 est planétaire? En 1970, on n'était que 400 millions de personnes à prendre l'avion, donc moi. En 2019, on était 4 milliards 300 millions environ. Ah ouais, c'est fou. C'est la globalisation. Et c'est la même chose pour le transport en bateau, pour la même chose pour le transport en camion. Donc on bouge tout, les animaux, les plantes, les humains, dans tous les sens. Pouf, c'est banco pour un virus. En quelques mois, il est sur toute la planète. Regarde Juliette, ce que nous avons attrapé. C'est comme espèce? Donc ça c'est Rattus tanezumi. C'est le cousin du rat noir qui nous a fait très peur avec la peste. Il peut vivre ici dans cet environnement, toi, avec des bananiers. Mais il peut vivre aussi dans les maisons, dans les champs, et il peut vivre en forêt. Il héberge de très nombreux bactéries, virus et autres parasites qui peuvent nous causer beaucoup de problèmes. Il fait vraiment des ponts épidémiologiques entre espèces sauvages, domestiques et humains directement. Oh, d'un coup. Et voilà, il est dedans. Abracadabra. Hello guys, we got one. First one, 61_07. Why is it in the box? You need to put them into the isoflurane to make it sleep,ครับ J'ai jamais pensé que je pleurais pour un rat. But it's not a killing box, huh? It's really a sleeping box. Okay, 99.4. Okay, we inject the microchips to the rat, which means that we can tag her later if we capture her later. You can better estimate the density, the abundance. How many rodents there? This is the only way. Capture, mark, recapture. And the second thing, you can trap the rodents we release at one place, or maybe 3 days after another place. So you can have another idea of the home range. We can do really ecology. So measurement. 165. J'ai l'impression que vous les aimez vraiment, les rongeurs. Ah, je les adore complètement. En fait, moi, je trouve ces animaux d'une réussite évolutive remarquable. Ils sont un peu partout, très associés aux humains, parce que ça fait depuis plusieurs milliers d'années qu'ils vivent avec nous, en collaboration avec nous, ou en compétition avec nous. Mais ils nous apportent quand même des maladies, donc on a peur des rats à cause de la peste noire. Dans le passé, il y a l'idée quand même qu'on est en danger. Les rongeurs, c'est à peu près 40% de l'ensemble des mammifères, avec environ 2000 espèces. Donc évidemment, parce que c'est nombreux, ça héberge beaucoup de parasites, y compris des microbes potentiellement pathogènes pour les humains.
Quelle est l'influence de l'environnement sur les rongeurs? Un environnement diversifié en termes niche climatique, niche habitat, écosystème, fait qu'on a une communauté de rongeurs diversifiée. Si on simplifie cet environnement, par exemple en coupant la forêt, en augmentant la densité urbaine, on va diminuer cette communauté de rongeurs. Donc tous ces changements environnementaux et qui se sont accélérés pendant les dernières décennies favorisent énormément le développement de certains rongeurs qui aiment particulièrement les habitats transformés par les humains. Percebemos como é que os humanos transformaram o seu ambiente para poderem viver. Construíram a aldeia e as estradas, depois instalaram os campos de arroz secos nesta altura do ano. Paramos também, em primeiro plano, nestas duas massas de árvores bem alinhadas. São plantações de seringueiras, as famosas árvores da borracha, originárias da Amazónia. Foram importadas pelos colonizadores britânicos e franceses no século XIX. A Tailândia representa atualmente o principal produtor de látex da Ásia, para deleite dos mosquitos. Et là, donc on voit bien le latex. Et donc là, les moustiques, c'est leur maison. C'est un très bon gîte larvaire, donc les moustiques peuvent venir ici et se reproduire. Ces moustiques transmettent des virus qui peuvent être dengue, chikungunya, encéphalite japonaise. Alors on parle de reforestation. Est-ce que ça, c'est une forêt? Ah, pas du tout. C'est une plantation commerciale. Donc la forêt, pour moi, c'est multispécifique. Si c'est une plantation, si c'est monospécifique, c'est pas de la forêt. Donc les monocultures, en gros, sont pas bonnes pour la santé. Les monocultures sont absolument pas bonnes pour la santé des écosystèmes, pour la santé des animaux et pour la santé humaine. Em 2014, Serres publicou estudo sobre o sul da Ásia, onde foram registadas 124 epidemias entre 1950 e 2008. Mais qu'est-ce qui s'est passé, particulièrement sur les dernières décennies? C'est une augmentation de l'empreinte écologique humaine, l'impact des humains sur les écosystèmes. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. L'empreinte sur les écosystèmes s'assoit tout de suite sur la déforestation. Ici, on peut voir qu'elle est très forte sur Bornéo, très forte sur Sumatra, sur la Malaisie, là où on a une Nipah. Mais on voit aussi un peu le Laos et le Vietnam dedans. La déforestation, c'est la perte de biodiversité. Alors on prend une nouvelle carte, c'est le nombre d'espèces de mammifères et d'oiseaux qui sont potentiellement en voie d'extinction. On observe que l'Asie du Sud-Est est en zone très foncée, c'est-à-dire que nous sommes dans un point chaud de perte de biodiversité au niveau mondial. Prenons maintenant la carte des épidémies de 1950 à 2008. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est pratiquement la même chose. Les deux cartes se superposent parfaitement. On le voit en Asie du Sud-Est, mais on le voit aussi en Amérique latine, on le voit aussi en Chine, on le voit aussi aux États-Unis. Et au Brésil, c'est aussi pareil. Exactement. On voit bien une corrélation parfaite entre le nombre d'espèces en danger et le nombre d'épidémies de maladies infectieuses liées aux animaux, ce qu'on appelle des zoonoses, au niveau mondial et spécialement sur l'Asie du Sud-Est. Plus on déforeste dans un pays, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. Quais são os mecanismos ecológicos que explicam as correlações efetuadas por Serres Morand? Esta questão está no centro do trabalho de Richard Otzfeld e Felicia Kissing,
um casal de biólogos e ecologistas da saúde que trabalha há 30 anos com a doença de Lyme. Here in this area, there are a lot of Lyme disease happening. Why is that? Well, we have very abundant populations of the black-legged tick. It's a landscape that has a lot of forest fragmentation with human settlements, human populations. People get bitten and they get sick. So it's the ideal situation for Lyme disease to develop. You've been described as tick hunters. Do you agree with that description? Well, it feels often like they're hunting us, but it is true that we try to find them. We need to capture them to be able to study them. Do ticks jump? No, ticks don't jump, despite rumors to the contrary. They just crawl. So they sit on vegetation or on the ground waiting for us to come by. A doença de Lyme explodiu nos Estados Unidos, onde todos os anos afeta 300.000 pessoas. Provoca dores articulares e, por vezes, uma paralisia dos membros. É causada por uma bactéria com um nome difícil de pronunciar, Borrelia burgdorferi, cujo reservatório é um pequeno roedor chamado rato de patas brancas. All right, it's a white-footed mouse. I'm grabbing it by the tail, and then I'm going to grab it by the scruff of the neck. Checking its ears for ticks. So these are larval ticks, and they have been on for several days. So they're filling up with blood. We're not taking off the ticks, we're just counting to see how many there are. He weighs 27 grams. So you put them back where they belong? Yep. Right, exactly, okay. Ticks are not reservoirs, they're just vectors. Yes, they are transmitting the bacterium from one host to another. Yeah, it's important to realize that every new generation of ticks hatches out of eggs free of infection with Borrelia burgdorferi. But that first blood meal that these ticks take, if it's from a white-footed mouse, they have a high probability of acquiring an infection from that mouse, in which case they molt into the next stage that can transmit it to us when they bite us. So what kind of rodent is the white-footed mouse? What we call a generalist, which means that it can live in many different habitat types. It eats lots of different foods. So if something that it likes to eat becomes scarce, it just switches and eats something else. What is the difference between a generalist and a specialist rodent? Specialized rodent would require certain kinds of habitats to thrive. So, for example, a porcupine would be an example. You would find those typically only in more intact forests. They reproduce much more slowly. They're more affected by the kinds of impacts that humans have on the environment. One of the things that a lot of research is now showing is that generalist species like the white-footed mouse are the species that are transmitting those viruses and bacteria to us. How does the forest destruction and fragmentation in the US impact the risk of Lyme disease? We found that in the smallest patches of forest, the risk was about 5 times higher than in the larger, more intact areas of forest. The population size of white-footed mice is higher in smaller fragments. And so the result is that you often, in these small fragments, see a higher abundance of ticks and a higher infection prevalence in those ticks with the Lyme disease bacterium. Na segunda parte deste documentário, os dois investigadores americanos vão explicar-nos o porquê de a biodiversidade reduzir o risco de epidemias. É aquilo que chamamos de efeito de diluição.
Este mecanismo ecológico foi confirmado no México, num dos mais belos santuários ornitológicos do mundo. No próximo episódio visitaremos o Quênia, o país dos Amázias, cujas práticas pastorais inspiraram os criadores da One Health, que se tornou na palavra de ordem das Nações Unidas. Terminaremos a nossa viagem em Madagascar, no país dos Lémures, cujo destino está intimamente ligado ao dos seres humanos. They are a clear sentinel for us. We're on the same way that these other species are. Extinction. Extinction. All these years you tried to raise some walls. The prison that you built is now your own. The time has come to look out through your window. The mess you've made.